La grossophobie, elle est vraiment dans tous les moments de la vie. Donc la grossophobie, elle se définit par les regards, elle se concrétise par les réflexions, par la discrimination, par la mise à part. Mais aujourd'hui, la cruauté se concrétise notamment dans les réseaux sociaux. Que ce soit dans l'intime, dans le public, dans notre vie de citoyen, dans notre vie de patient, de patiente, elle est vraiment prégnante partout. Depuis enfant, on m'a expliqué que je prenais trop de place, que j'étais pas conforme à ce qu'on attendait de moi, que j'étais pas assez belle, que je renvoyais une image qui était pas bonne pour moi. On grandit avec l'idée qu'on n'est pas conforme. On subit toutes ces réflexions depuis l'enfance et qu'on grandit avec. Ça développe effectivement des carences. Ça peut empêcher parfois de se construire et d'être un adulte serein. On se mettrait de côté dans la vie parce qu'on ne correspond pas en fait à une norme précise et qu'on ne rentre pas dans le canon de beauté. Quand on est gros, on culpabilise souvent d'être gros. En fait, on est complètement invisibilisé et on existe uniquement par rapport à notre silhouette hors norme. Donc la grossophobie médicale, c'est pareil, il y a deux aspects. C'est soit vous tombez sur un médecin qui est clairement grossophobe, ce qui arrive, soit vous avez en fait des problèmes au niveau des structures qui ne peuvent pas vous accueillir parce que vous êtes trop gros et parce que les structures sont standardisées. Moi, j'ai le souvenir très clair d'un médecin, quand j'avais à peu près 9 ans, qui m'a dit que je mourrais à 20 ans d'une crise cardiaque parce que mon cœur était confit dans le gras. Les gros sont discriminés à l'embauche. Il y a des études très claires là-dessus qui sont faites sur des CV avec une photo d'un commercial gros et des photos d'un commercial non gros. Et bien, bizarrement, le commercial gros, on ne le rappelle jamais. Mais vous ne verrez pas une fille forte à l'accueil d'une grande société pour répondre au téléphone et accueillir le client. Ça n'existe pas. À partir du moment où vous décidez de sortir de chez vous, vous avez une sorte de parcours à accomplir. Si j'ai envie d'aller dans un haut lieu de culture parisien, c'est vraiment très compliqué physiquement parce que je ne rentre pas, mon volume ne rentre pas dans le siège. Pour aller au cinéma, j'attends toujours que le film soit en fin de passage pour être sûr qu'il y a plein de monde. Moi, je sais que quand il y a des événements qui sont organisés dans tel et tel bar, je suis obligée de me renseigner sur comment sont les chaises, par exemple. Des accoudoirs, enfin des simples accoudoirs vous empêchent de passer une soirée à un endroit donné. Je vais avoir tendance à préparer mes voyages très à l'avance pour pouvoir avoir des premières pas trop chères parce que les premières sont plus larges. Pour rentrer dans le métro, pour les portillons, je me mets sur le côté. Je prends une place et demie. Les sièges ne sont pas adaptés. En tant que gros et grosse, on développe des stratégies. On va se mettre sur le strapontin extérieur. Si il y a des personnes partout, on ne va pas se mettre à côté d'une personne parce que, un, on sait qu'on fait chier, et deux, c'est pas confortable, quoi. Parce que beaucoup de gens qui sont grossophobes pensent être bienveillants, en fait, et ils pensent qu'en vous parlant de votre poids, systématiquement, ça va provoquer chez vous une sorte de déclic, le fameux déclic qu'il faudrait à la personne grosse pour qu'elle maigrisse. Alors que si elle est grosse, c'est parce qu'elle a déjà essayé de maigrir maintes fois et qu'elle a toujours repris le poids, voire plus. Les gens qui se permettent en fait de vous interpeller pour vous rappeler que vous êtes grosse et soit pour vous moquer, soit pour vous donner des injonctions à maigrir. Les régimes avant les fêtes, après les fêtes, les régimes avant les vacances, après les vacances. Comme ça, on organise en fait la vie des gens pour les apparences qu'ils doivent obtenir en leur faisant croire que c'était un vecteur de réussite sociale. C'est effectivement le cas. Et c'est bien ça le problème en fait. La réussite sociale, érigée comme modèle absolu, c'est oublier en fait qu'il y a plusieurs réussites possibles. Dire en fait que la grosseur c'est l'obésité, c'est nier les symptômes qui sont sous-jacents à ça. On ne parle pas de troubles du comportement alimentaire, on ne parle pas des troubles psychologiques. En France notamment, la dépression, c'est encore un gros mot. Si aujourd'hui le département où il y a le plus d'obésité, la région c'est les Hauts-de-France, c'est aussi parce que c'est la région où il y a le plus de chômeurs et plus de pauvreté en France. Les deux sont extrêmement liés. La qualité de l'alimentation, l'accès à l'alimentation, c'est un vrai problème en France. Il y a un vrai quart-monde qui ne peut pas se nourrir de manière digne et ça, il faut en parler parce que la mauvaise alimentation fait aussi des obèses. Il ne faut pas oublier que la violence grossophobe dans les sociétés occidentales, elle est marquée par la misogynie. Sur la table d'opération pour maigrir, c'est 80% de femmes. Tant qu'on demandera aux femmes dans le package de leurs compétences d'être belles, on n'aura pas résolu tous ces problèmes-là. Il faut évidemment lutter et faire de la prévention contre l'obésité, mais ça ne veut pas dire ne pas intégrer les gros qui sont déjà là.